je vais vous présenter la troisième leçon du module Programmation avancée. Cette leçon est intitulée Allocation dynamique de mémoire. Tout d'abord, je vous présente le plan. Je commence par des définitions. Ensuite, je définirai les pointeurs. Puis, je parlerai à propos de l'arithmétique des pointeurs. Et enfin, je parle des problèmes liés aux pointeurs. Donc, tout d'abord, quelques définitions. Une mémoire, c'est un espace physique de stockage volatile de données, variables et programmes. Pourquoi volatile? Parce qu'à la rupture du courant électrique, les données, variables et programmes qui sont chargés en mémoire disparaissent. Qu'est-ce qu'une adresse? Une adresse, c'est une référence à une zone mémoire. Qu'est-ce qu'un pointeur? Un pointeur, c'est une variable contenant l'adresse d'une zone mémoire. Alors, il existe deux manières d'utiliser une variable. Soit par son nom, ce que l'on appelle un adressage direct, ou par son adresse, ce que l'on appelle adressage indirect, ce qui se fait moyennant un pointeur. Alors, par rapport à l'adressage direct, ce qui se passe, c'est qu'à la déclaration d'une variable, le compilateur réserve statiquement une zone mémoire suffisante pour la variable. Alors, cette zone mémoire, elle sera identifiée par le nom de cette variable. Ça, c'était l'adressage direct. Un exemple. Je déclare une variable de type entier. Et j'initialise cette variable x par une valeur, mettons 17. En mémoire, le compilateur, il réserve statiquement une certaine zone mémoire capable de stocker une variable de taille d'un entier. Et il va stocker dans cette zone la valeur 17. Donc là, c'est de l'adressage direct. Donc, par rapport à l'adressage indirect, le programmeur dépose dans un pointeur l'adresse d'une variable. Donc, on n'accède plus à la variable par son nom, mais on y accède à travers son adresse, qui, elle, est stockée dans un pointeur. Donc, en plus du nom de la variable, cette zone mémoire sera identifiée par son adresse. Donc, si x est une variable, elle va être identifiée par son nom et par son adresse. Donc, on va donner un exemple d'adressage indirect. Donc là, on définit une variable x de type entier et on l'initialise à une valeur, 17 en l'occurrence. Puis, on définit un pointeur par cette flèche sur une variable entière. Et on va initialiser ce pointeur par l'adresse de la variable x. Donc là, on découvre deux opérateurs. À la fois un opérateur de définition d'un pointeur, donc pointeur sur entier, qui est une étoile, et un opérateur commercial qui, lui, définit l'adresse d'une variable. Donc, P de x contient l'adresse d'une variable. En d'autres termes, P de x pointe sur la variable. Donc là, au fait, la zone mémoire qui contient la valeur de x va être pointée par une autre variable de type pointeur. Donc là, on a une mémoire réservée aussi bien pour la variable que pour son pointeur. Et le contenu du pointeur, comme vous le voyez, en fait, c'est l'adresse de la variable. Donc, on a eu une petite idée sur ce que c'est que les pointeurs. Là, on va voir en détail la notion de pointeur. Alors, on déclare un pointeur
en mettant le type de l'objet pointé, en mettant le nom du pointeur et en ajoutant un astérix ou une étoile. Exemple, CPTR, c'est un pointeur sur caractère. IPTR, c'est un pointeur sur entier. FPTR, c'est un pointeur sur flottant. Alors, l'initialisation peut se faire par l'adresse d'une variable existant en mémoire, donc adressage indirect. Soit F, un entier, et soit FPTR, un pointeur sur entier. FPTR reçoit l'adresse de F. Donc FPTR va pointer sur l'entier F. Donc, soit initialisation par une adresse d'une variable ou initialisation par allocation. Donc, par l'adresse d'une zone mémoire réservée dynamiquement par le compilateur, ce que l'on appelle allocation dynamique. Donc, soit IPTR, un pointeur sur entier, IPTR sera maintenant initialisé par une allocation dynamique. L'allocation dynamique, elle est effectuée par l'appel de la fonction malloc. Donc là, malloc, d'une taille, mémoire, équivalente à la taille d'un entier. Et là, on s'assure bien que malloc va nous renvoyer un pointeur sur entier. Donc, allocation d'une zone mémoire pour un entier sur laquelle pointe IPTR. Donc maintenant, comment on accède au contenu pointé par ce pointeur? Donc l'opérateur d'indirection astérix permet d'accéder à la valeur de la variable ou zone mémoire pointée. Donc on a vu que l'opérateur astérisque est utilisé pour définir un pointeur. Là, on voit qu'il est également utilisé pour accéder au contenu pointé par un pointeur. Donc, exemple, on peut accéder au contenu d'un pointeur en lecture. Par exemple, soit I, un entier initialisé à la valeur 8. Soit IPTR, un pointeur sur un entier. IPTR, on lui affecte l'adresse de I. Donc, IPTR pointe sur la variable I. Donc, si on veut afficher le contenu de IPTR, on va tomber sur la variable, le contenu de la variable 8. Accès en écriture, cette fois. Si on met étoile IPTR est égal à 19, c'est-à-dire on veut changer le contenu du pointeur, on veut y mettre 19, en fait, si on affiche I, on va recevoir 19. Donc, l'opérateur étoile permet de lire le contenu pointé par un pointeur et modifier le contenu pointé par un pointeur. Alors, libération. Si maintenant l'allocation dynamique elle nous permet d'obtenir au besoin de la mémoire pendant l'exécution, cette mémoire que l'on obtient, il faut bien un moment qu'on la rende au système. Donc pour que cette mémoire puisse être utilisée par un autre programme ou par le même programme dans un instant pendant l'exécution. Donc la fonction free, elle prend tous les types de pointeurs et rend la mémoire pointée par le pointeur passé en argument au système. C'est-à-dire qu'en utilisant free sur un pointeur, on est obligé,
en fait, on exprime que l'on rend la zone mémoire pointée par le pointeur au système. Donc, exemple, free IPTR, en fait, exprime le fait que la zone allouée pour l'entier pointé par IPTR est désormais libre. Alors, allocation statique versus allocation dynamique. Concernant l'allocation statique, le compilateur réserve de la mémoire dans la pile pour chaque variable déclarée. À chaque fois que l'on déclare une variable, le compilateur alloue statiquement de la mémoire. Le compilateur libère cette mémoire à la fin de la portée de la variable. Donc, la portée d'une variable peut être aussi bien dans un programme principal, main, peut-être dans une fonction, peut-être dans une boucle, peut-être entre deux accolades, tout simplement. Un begin et un end. Donc, au démarrage de la portée, le compilateur alloue statiquement de la mémoire pour cette variable, et à la fin de la portée, le compilateur libère lui-même la zone allouée pour cette variable. Alors, je donne un exemple. Soit x, un entier, initialisé à 17. La portée de la variable x est entre ces deux accolades. Après la fermeture de l'accolade, soit la fin de la portée de x, x n'existe plus, c'est-à-dire que sa zone mémoire est libérée automatiquement par le compilateur, et donc cette zone mémoire elle ne sera plus identifiée par le nom x. Donc x n'existe plus. Alors, par symétrie à l'allocation statique, l'allocation dynamique veut dire que le compilateur réserve au besoin de la mémoire dans le tas à la demande du programmeur. Si l'allocation statique signifie que le compilateur réserve lui-même, dès la déclaration d'une variable, une zone mémoire, l'allocation dynamique signifie que c'est le programmeur lui-même qui demande au besoin de la mémoire pour le compilateur. Alors, le compilateur ne libère cette mémoire que si le programmeur le demande avec l'opération free. Donc, si en allocation statique, le compilateur libère réserve automatiquement une zone mémoire et la libère automatiquement, pour l'allocation dynamique, c'est le programmeur qui demande cette allocation. Et le compilateur ne fait rien du tout. Il attend que le programmeur dise « je libère cette zone mémoire ». Alors, je donne un exemple. Soit IPTR, un pointeur sur entier. Soit, alors là, j'ai une ouverture d'accolade, donc un début de portée. IPTRLOC, un pointeur sur entier. Si j'alloue de la mémoire pour une variable entière, et cette zone mémoire, elle est pointée par ce pointeur IPTRLOC, alors, et en plus, je dis que IPTR reçoit IPTRLOC, ça veut dire au fait que IPTR pointe sur la même zone pointée par IPTRLOC. Sauf que IPTRLOC, c'est un pointeur local, comme son nom l'indique, alors que IPTR, c'est un pointeur global. Donc là, on a effectué une allocation dynamique. Alors, à la fin de la portée, qu'est-ce qui se passe? La variable IPTRLOC n'existe plus. La variable IPTR, elle existe toujours. La variable IPTR pointe sur une zone allouée dynamiquement. Donc, sa mémoire allouée n'est libérée par le compilateur qu'à la demande du programmeur. Donc, à la fin de la portée, la mémoire pointée par IPTR reste accessible jusqu'à ce que l'on appelle free IPTR. Alors, ce genre de comportement est bien sûr très riche et très intéressant. Cependant, il faut que le programmeur soit initié avant de jouer avec cette arithmétique. Alors, quelques utilisations intéressantes des pointeurs. Les pointeurs peuvent être utilisés comme des tableaux de taille variable.
Donc si un pointeur peut pointer sur une variable, ben, il peut pointer sur tout un ensemble de zones mémoire, donc sur un tableau. Donc un pointeur peut être associé dans des cas spécifiques à des tableaux. Les pointeurs permettent d'utiliser intelligemment la mémoire. Donc, intelligemment veut dire avec économie. Le fait qu'on puisse faire de l'allocation dynamique, que cette allocation dynamique de cette mémoire, en fait le compilateur ne récupère cette mémoire que si le programmeur le demande, donc on utilise au besoin. On libère au besoin de la mémoire, donc c'est de l'utilisation flexible et économique de la mémoire. Alors l'utilisation des pointeurs permet une grande expressivité en programmation C. Donc, si on veut vraiment faire de la programmation C avancée, il faut maîtriser l'utilisation des pointeurs. Ceci n'est pas facile, mais ce n'est pas très difficile si on comprend les bases de l'arithmétique des pointeurs. Alors, pointeurs, on peut les voir comme des tableaux unidimensionnels. L'allocation dynamique d'un tableau unidimensionnel de n éléments peut se faire de la manière suivante. Je définis une constante n égale à 100. Je définis le type élément comme étant en fait le type des entiers. Alors là, en fait, je vais déclarer élément comme étant un tableau d'éléments. Donc élément avec S et un tableau en fait d'entiers. En fait, j'ai dit élément avec S, c'est un tableau d'entiers. C'est par similarité au pointeur, parce qu'on a dit qu'un pointeur n'est autre qu'un tableau finalement. Alors, élément reçoit en fait une allocation dynamique d'un nombre n, donc n qui est égal à 100, fois la taille d'élément. Alors la taille élément, size of element, c'est en fait size of int. Et donc, en fait, élément avec S va pointer sur un tableau de 100 entiers. Alors, si on peut voir un pointeur comme un tableau unidimensionnel, on peut le voir également comme un tableau multidimensionnel. Donc, un tableau fait bidimensionnel est un tableau de tableaux unidimensionnel. Le nom d'un tableau 2D est un pointeur sur un tableau d'adresse de tableau 1D. On va voir un exemple qui illustrera ce concept. Donc, un tableau 2D, c'est un tableau dont les éléments sont des pointeurs sur des tableaux 1D. Si un tableau 1D est un pointeur, une seule étoile, un tableau 2D est un pointeur de pointeurs, 2 étoiles, et un tableau ND, donc multidimensionnel, est exprimé par n étoiles. Donc une étoile, c'est un tableau unidimensionnel, 2 étoiles bidimensionnelles, n étoiles n-dimensionnelles. Alors, on donne un exemple. Donc, soit table 2D, un tableau bidimensionnel de n lignes, m colonnes, chaque case contenant un entier. Donc là, c'est une allocation statique, vu que c'est une variable. Donc le compilateur effectue l'allocation statique. Alors P, étoile, étoile, int, ça veut dire que P, c'est un pointeur sur entier. En d'autres termes, P, c'est un pointeur de pointeurs, c'est-à-dire c'est un tableau bidimensionnel. Alors, si P est un tableau bidimensionnel, il peut pointer sur table 2D. C'est ce que l'on fait ici, où on fait pointer P sur table 2D. Ce qui veut dire que P pointe, au fait, sur le premier élément 00 de table 2D. Donc, si l'on a notre tableau bidimensionnel de L ligne, M colonne, où l'on part de 0 au fait à N-1 et ici de 0 à M-1,
Bon, en fait, notre pointeur P pointe sur le premier élément du tableau. Et donc ça, en fait, est fait par P reçoit table 2D. Alors, on a dit qu'un tableau bidimensionnel, c'est un tableau unidimensionnel, et chaque élément de ce tableau unidimensionnel, c'est un pointeur vers un tableau unidimensionnel. Donc, tableau de pointeurs vers des tableaux d'entiers. Donc, table 2D, en fait, va être stocké en mémoire comme cela. Donc, ça justifie bien la notion de pointeur sur pointeur. D'où 2 étoiles. Alors, l'allocation dynamique d'un tableau bidimensionnel de n fois m éléments, comment on le fait? Il faut d'ores et déjà allouer les n lignes, et puis pour chaque ligne, allouer m colonnes. Donc ici, au fait, on va allouer n lignes, donc on va allouer n lignes, et chaque ligne, au fait, c'est un pointeur sur entier. Et puis, pour chaque ligne, allant de 0 à n-1, qu'est-ce qu'on fait? On alloue, au fait, les m colonnes. C'est de l'allocation dynamique. Donc, pour chaque ligne i, on alloue m colonnes, et chaque colonne, au fait, elle contient des entiers. Alors, maintenant, libération du tableau bidimensionnel. Si on l'a alloué d'une manière dynamique, il faut aussi le libérer avec la méthode free. Alors, si on a alloué le tableau bidimensionnel en allouant les n lignes, et pour chaque ligne, on a alloué les m colonnes, ben, il faut aussi, pour chaque ligne, libérer les m colonnes, et puis à la fin, libérer les n lignes. Donc, on commence par l'inverse. Si on a alloué les n lignes, puis pour chaque ligne, alloué les m colonnes, là, pour la libération, pour chaque ligne, on libère les m colonnes. C'est ce que l'on fait ici. Pour chaque ligne, on libère les m colonnes. Et puis, à la fin, on aurait libéré les m colonnes pour chaque ligne, on va libérer les n lignes. Donc, après avoir présenté les utilisations de pointeurs et quelques exemples de pointeurs, on va parler de l'arithmétique des pointeurs. Alors, comme axiome de base de l'arithmétique des pointeurs, on peut dire qu'en ajoutant ou en retranchant un entier, ce qu'on appelle aussi un déplacement, à un pointeur, ce qui est une adresse, on obtient une nouvelle adresse. Donc, une adresse, si on en retranche un déplacement, un entier, on obtient une autre adresse. Alors, le nouveau résultat n'est pas toujours une adresse valide. C'est-à-dire, si on dit int d, donc d c'est un entier, et on dit p c'est un pointeur, et n c'est aussi un pointeur. Mais n reçoit le pointeur p plus un déplacement d. Donc, p pointé sur une zone mémoire. Et n, c'est p plus un certain déplacement. Alors, on obtient un pointeur, mais ce pointeur n'est pas forcément valide. On peut pointer sur une zone interdite. Alors, la différence entre deux pointeurs est un entier. Donc, int d est égal à n moins p. Donc, c'est un déplacement. On calcule la différence entre deux pointeurs. Un pointeur non alloué doit valoir nul. Alors, nul, au fait, c'est l'élément, c'est le déplacement, c'est une zone mémoire non allouée. Donc, c'est l'élément de base. Et au fait, on le symbolise par ce symbole-là. En fait, la définition de la constante nulle n'est autre que la valeur 0. Mais dans le type, au fait, pointeur sur
tout type. Alors, tout type, on définit ça par pointeur sur void. Donc, nul, c'est 0 au fait. Alors, parlons en fait de la comparaison tableau-pointeur. Si P est un pointeur sur un élément d'un tableau, P++ pointe sur l'élément suivant et P-, pointe sur le précédent, quelle que soit sa taille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'on a un tableau et on a un pointeur sur le ième élément du tableau. Alors si on fait P-, c'est-à-dire qu'en fait, on va décrémenter l'adresse contenue dans P, P pointera sur le i moins unième élément. Et si on fait P++, P, alors si on était ici et on a fait P++, on va pointer ici. Et donc, ça veut dire au fait que quelle que soit la taille de l'élément pointé dans le tableau, le compilateur déplace le pointeur à la bonne adresse. Donc, en faisant l'arithmétique nécessaire pour accumuler les tailles des éléments du tableau. Alors, le programmeur C doit raisonner sur le type abstrait pointé et ne se soucie pas de la taille de l'objet pointé. C'est le compilateur qui calcule la taille du déplacement. Donc, c'est ce qui est illustré ici. Alors, quelques problèmes liés aux pointeurs. Certes, les pointeurs, c'est un moyen en langage C qui est très solide et très riche et qui permet une grande expressivité. Par contre, c'est une source infinie d'erreurs. Donc c'est un élément que l'on doit maîtriser si on veut être un bon programmeur C. Mais il faut faire attention parce qu'on risque de produire un certain nombre de problèmes en utilisant les pointeurs. Et donc, il faut vraiment maîtriser ce concept avant de vouloir programmer un programme efficace. Alors, pointeur, il n'y a pas que du bon. Les pointeurs nécessitent une maîtrise des éléments de base de la programmation. Donc, avant de se lancer dans l'utilisation des pointeurs, essayez de maîtriser les éléments de base de la programmation. Les bugs liés aux mauvaises manipulations des pointeurs sont difficiles à pister. Les positions des crashs du code sont souvent aléatoires. C'est-à-dire dès lors qu'on a une certaine arithmétique de pointeurs, dès lors qu'on a une richesse de pointer sur une variable, de pointer sur la zone mémoire suivante ou précédente en jouant sur les déplacements arithmétiques, on risque de toucher des zones non allouées, etc. Donc, dans la suite, on va présenter quelques problèmes et précautions à suivre. Donc, quelques précautions à prendre. Avant d'utiliser l'espace alloué, s'assurer du succès des allocations dynamiques. Opération new, malloc. Alors, quand on veut allouer une nouvelle zone mémoire, il se peut que le compilateur ne nous rend pas une zone mémoire, tout simplement parce qu'il n'en en a plus. Donc il faut s'assurer qu'après avoir appelé l'opération malloc, que l'on reçoit une zone non nulle. Bien initialiser les pointeurs, vérifier la compatibilité des types. Donc, c'est pour cela que tout à l'heure, quand on a fait malloc, on s'assurait toujours, donc, quand on fait un malloc, etc., donc pour allouer dynamiquement, toujours, si le type de pointeur, par exemple, c'est un pointeur sur le type T, là on va mettre pointeur sur type T. Donc on s'assure que le type renvoyé par malloc concerne bien le type pointé.
Alors, libérer l'espace dynamique alloué s'il ne sera plus utilisé ultérieurement, hein, pour ne pas perdre du temps, de la mémoire plutôt, ben, il faut, à chaque fois qu'on n'a plus besoin de mémoire, la libérer, la rendre au système. Alors, utilisation interdite des pointeurs, accès à des pointeurs non alloués. Mettons que j'ai une fonction calcul, okay, qui nous renvoie un pointeur sur entier. Je déclare une variable A qui est pointeur sur entier. Je déclare un tableau B qui est un tableau unidimensionnel de 100 entiers. Si je dis que A reçoit B, c'est-à-dire, au fait, donc je suis dans une portée. Je déclare un tableau de 100 éléments. OK? Puis je déclare un pointeur A sur entier. Donc A, hein, pointera sur le premier élément du tableau. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une variable statique, à la fin de sa portée, sa mémoire n'existe plus. Donc le compilateur récupère automatiquement sa mémoire. Du coup, au fait, à ce niveau-là, hein, au fait, ce tableau, il n'existera plus. Il sera rendu automatiquement au système. Hein. Et donc, que vaudra cette zone mémoire? C'est très dangereux de pointer sur cette zone mémoire par la suite, à la fin de cette portée. Hein. Alors, si on renvoie A, donc on renvoie l'adresse de ce tableau, c'est-à-dire au fait qu'à la fin de cette fonction, ça c'est une fonction, et à la fin de cette fonction, on veut utiliser cette même adresse pour un autre traitement, c'est très dangereux parce que cet espace mémoire est déjà désalloué par le compilateur. Donc la zone pointée par A est volatile, hein, parce qu'elle est réservée statiquement par le compilateur, donc non accessible après le retour. Alors B étant un tableau alloué, statiquement, il est libéré automatiquement à la fin de sa portée. Donc sa portée qui est la fonction. Aucune référence pointeur ne lui sera permis à la fin de sa portée. Donc après le retour de la fonction calcul, donc ça c'était un traitement interdit. Alors, utilisation interdite des pointeurs, écriture mémoire sans allocation. Hein. Mettons qu'on a un pointeur A sur un entier. Hein. Donc, un pointeur A sur un entier, tout au départ, hein, il pointe sur une zone. Il se peut que ça soit non alloué, et il se peut qu'il pointe sur quelque chose déjà alloué. Mais, il pointe sur quoi? On ne sait pas. Hein, donc, c'est l'inconnu. Donc, si ici, on affecte 3 à la zone mémoire pointée par A, en fait, on est en train d'écrire dans une zone aléatoire, non allouée. Hein, donc, très dangereux et interdit. Alors, une autre utilisation illicite des pointeurs. Donc, soit A, un tableau d'entier. On le lit tableau d'entier, on peut le lire pointeur sur entier. On va allouer dynamiquement l'espace pointé par A en utilisant la fonction malloc. Donc malloc 100 fois size of the int, c'est-à-dire en fait que A c'est un tableau de 100 entiers. Alors, allocation pour 100 entiers. Si on dit, alors tout d'abord, on sait, si on alloue un tableau de 100 entiers, on commence à 0 et on termine à 99. Donc vouloir, ça c'est A, vouloir mettre quelque chose ici, hein, c'est ce qu'on a mis ici, A de 100 est égal à 3. Hein. Le A de 100 n'existe pas.
Donc c'est interdit de faire cette écriture. Donc c'est comme la première utilisation qui était au fait d'accéder à une zone non allouée. Donc là on écrit après la fin d'un tableau, donc dangereux. Et le comportement du programme est aléatoire. Alors, une autre utilisation illicite, A est un pointeur sur entier. On alloue à A une zone mémoire de 100 entier. Donc, on alloue puis on fait free de A, c'est-à-dire au fait que A ne pointe plus sur cette zone-là, donc il pointe sur quelque chose d'inconnu. Si on dit le contenu de la zone pointée par A vaut 3, bon, en fait on est en train d'écrire dans une mémoire libérée, donc c'est très mauvais. Donc, interdiction. Donc, une autre utilisation interdite, c'est d'oublier de libérer la mémoire. Donc, soit une fonction, notons là ma fonction, qui ne prend aucun paramètre et qui ne renvoie aucun paramètre. Alors, dans cette fonction, je déclare une variable qui est pointeur sur entier. Alors, j'alloue dynamiquement une zone mémoire à A. Donc A, c'est l'allocation dynamique de 100 entiers. Okay. Alors, qu'est-ce que j'ai effectué ici? En fait, j'ai oublié de quoi? De libérer A. Donc, le comportement qui se passe ici, c'est j'ai appelé F une première fois. Donc, on a une zone mémoire qui a été allouée et qui n'a pas été libérée automatiquement parce que c'est une allocation dynamique. J'ai appelé F une deuxième fois. Il y a une nouvelle zone mémoire de 100 entiers. Donc là, combien on a d'entiers? On a 200 entiers. Alors, après n appels, premier appel, deuxième appel, n appels de F, on aura n fois 100 entiers alloués dynamiquement au système et qui n'est pas rendu au système. Donc, si n maintenant est très grand, cette zone mémoire peut être très très grande, et donc, au fait, le système peut crasher. Donc, la machine peut s'arrêter brutalement. Donc, ici, au fait, on parle du vol de 100 entiers à chaque appel. Et donc, la machine peut planter. Okay. Donc, si on veut récapituler un peu les utilisations interdites, si un pointeur pointe sur une zone mémoire inconnue, on ne peut pas modifier. On ne peut pas modifier le contenu pointé. Si P pointe sur un tableau, il ne faut pas oublier de dire que c'est interdit de toucher après le tableau. Si on a une certaine fonction qui s'appelle plusieurs fois, ou si on a une certaine boucle, for ou while, donc un traitement itératif, récursif ou un traitement qui se répète, il ne faut pas oublier d'allouer dynamiquement de la mémoire et de la libérer donc à l'intérieur de la portée. Alors, encore un autre traitement, c'est que on ne peut pas, dans une fonction par exemple, allouer statiquement
de la zone mémoire et garder un pointeur là-dessus, ok, et faire un return de ce pointeur. Donc ça, c'est interdit parce que la zone est statiquement allouée. Alors, pour plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur le lien MedNetU.